Voilà, vous pouvez y aller. Alors, interview avec Dadik, lundi 24 décembre 2018, scène 1. Très bien. Alors, vas-y. Dadik, est-ce que tu peux me dire, quand tu étais enfant, quels étaient tes rêves, un ou deux par exemple? Les rêves, dans quel sens? Les rêves cauchemars ou les idées de ce que je voulais faire plus tard? Ouais, par exemple, le métier que tu voulais faire quand tu avais 8 ans, enfin... Ouais. Ben, j'ai commencé par la première version parce que je sais pas à quoi c'était dû, mais dans les toutes premières années, j'avais souvent des cauchemars macabres. C'est que je voyais des personnes, des cadavres qui cherchaient à me mettre dans des cercueils, donc je paniquais, je réveillais mes parents. En pleine nuit? En pleine nuit, oui, mais ça m'a bien duré, je sais pas, plusieurs mois, sans raison valable, a priori. Ce qui fait qu'à l'époque, j'ai toujours gardé une hantise du noir, tu vois. Et je cherchais toujours à me prémunir de ça, ce qui fait que j'entrais volontairement dans des pièces sans allumer pour m'habituer au noir, parce que j'étais toujours un petit peu paniqué. Alors à l'époque, on avait des chaudières à charbon, on descendait tous les jours à la cave chercher le charbon, je remontais toujours en courant. Donc, et ce qui est curieux, c'est que là actuellement, enfin depuis un certain nombre d'années, il m'arrive encore de rêver, mais alors pas du tout des cauchemars, mais de rêver avec des visions très précises, c'est-à-dire que pendant un jour ou deux, je suis capable de bien me rappeler de ce que j'ai rêvé, des images très nettes, et c'est très amusant parce que les spécialistes du cerveau doivent pouvoir faire des études parce que c'est toujours à peu près le même scénario, quoi. Une personne que j'ai vue il y a 2-3 jours, que je voyais plus depuis longtemps, dans un lieu que je connais, mais toujours avec pas des choses vraiment désagréables, mais tu vois, la voiture qui n'émarre pas ou le chemin est plus compliqué. Ça doit, dans mon idée, je me demande si c'est pas un phénomène de digestion. Enfin, tu vois. De digestion. Mais ce qui est curieux, c'est que pendant le matin, je me réveille, j'ai bien gardé, je suis capable de raconter avec précision quelles étaient les personnes qui étaient présentes et ça correspond bien à une logique. Il y a souvent une personne que j'ai vue il y a 2-3 jours, que je n'avais pas vue depuis un moment. C'est pas des personnes désagréables, enfin, toi, ça... Bon. Alors si je réoriente ma question plus pour les questions, alors là, la grande classique, et c'est la vérité, jusqu'à un âge assez avancé, à ma honte, je voulais être garde-barrière. Parce que, comme très jeune, j'adorais les trains. Ouais. Et c'est vrai que avec le recul, c'est toujours un souvenir agréable, parce que pour moi, le garde-barrière, c'est une petite maison coquette. J'ai eu un ou deux enregistrements sur des disques où la petite sonnerie qui annonce l'arrivée du train, le petit bruit de portière, tu sais, le temps qu'on baisse les trucs, et comment ça s'appelle, l'effet Doppler, tu sais, le train qui arrive avec le bruit différent selon une fois avant qu'il arrive et après qu'il passe, et puis après la barre qui se relève, les voitures, c'est jusqu'à 7-8 ans, c'était mon rêve, quoi. Voir passer des trains dans des bonnes conditions, avoir un sentiment de responsabilité, quand même, c'était voilà. Et après, bon, je peux pas dire que j'ai eu de vues très précises. J'aurais bien aimé être un grand pianiste. Aussi. Mais en réalité, je regrette beaucoup de ne pas avoir appris à jouer du piano, quoi. Mais c'est surtout le fait de bien m'exprimer en piano, pas le fait d'être un pianiste célèbre. Ouais. À un moment donné, j'aurais aimé être chercheur dans un milieu médical ou historique,
une recherche, comment dire, profonde, longue, tu vois, obscure, tu vois, le gars qui cherche des heures pendant chaque jour, un truc obscur. Là, je crois que j'étais bien fait pour ce genre de travail et que ça m'aurait bien passionné. Et le curieux, c'est que finalement, le fait d'être... je voulais dessiner, c'est tout ce qui tenait au dessin. Oui, ça t'as toujours aimé étant ça, c'est toujours ce qui m'a attiré. Et donc, quand je suis rentré à l'école de dessin, c'est là qu'on voit, il y a quand même le hasard ou le chance. Tout de suite, on avait à choisir, il y avait différents ateliers, donc il y avait, on faisait le tour de tous les ateliers, après on choisissait ce qu'on préférait. Et moi, j'avais été remarqué par la céramique, parce qu'étant ambidex, je tournais très très bien. Tu sais, mes deux mains faisaient bien, ce qui est rare, tous les gars, il y avait une main qui flanchait. Tu parles d'un tour de poterie. Tu sais, quand un plateau tournant, tu mets la terre et après, si tu es là, il faut que tu fasses le même mouvement avec les deux mains. Et beaucoup étaient gênés la plupart du temps. Par le déséquilibre entre les deux. Et là, le professeur de céramique m'avait pris vraiment en protection, il était ravi et il m'avait vanté les mérites de la manufacture de Sèvres, qui correspondait bien aussi à faire des jolis dessins. Et ce brave homme est décédé, et à l'époque, comme c'était pendant la guerre, ils n'ont pas trouvé quelqu'un pour le remplacer. De ce fait, j'ai été muté dans t'avais quel âge à ce moment-là? Dans les affiches, surtout la lettre. C'est de cette période-là que je garde un goût pour la lettre, pour les alphabets, la lettre. Mais sans plus, c'est la lettre d'imprimerie dessinée au compas avec des tire-lignes, c'était assez fastidieux. C'était l'affiche, les affichistes célèbres, Cassandre, Paul Colin, qui étaient très connus. Oui, c'est ce que j'aimais faire. Et mon papa m'a employé pour toutes les manifestations de fédération, de trucs. Mais alors, mon père était incorrigible, il voulait mettre toujours des tas de textes avec la participation d'un tel, des grands champions. Donc, à la fin, les affiches étaient très, très encombrées. Et c'est tout à fait par hasard, quand on a su que papa était très très malade, qu'il était perdu, quoi, et qu'il devait disparaître beaucoup plus vite qu'on était prévu à l'époque. Papa avait un très bon ami qui avait une très grande épicerie rue Montorgueil à Paris, mais très célèbre. Une épicerie, l'équivalent de maintenant de... Comment les épiceries, comme il y a la place de la Madeleine, Fauchon et autres, qui marchait super bien, mais il était isolé parce qu'il avait perdu sa femme très jeune et il n'avait pas d'enfant, et ça lui faisait mal au cœur de laisser cette entreprise qu'il avait fondée, où il avait que des produits de belle qualité et où il passait toujours son temps à décorer. Donc il avait dit, quand il a su que papa était... Il dit, je prends ton fils, je l'élèverai, je lui léguerai la... Alors, mes parents étaient un peu ennuyés parce que c'était vraiment une offre généreuse et correcte. Puis à côté de ça, maman était un peu paniquée à l'idée d'être... à partir de 17-18 ans, dans l'épicerie. Oui, donc parce que tu avais 17 ans à cette période. Oui, 16-17 ans à cette époque-là. D'accord. Parce que effectivement, que ce soit mon frère aîné ou mon père, ils n'étaient pas persuadés que la lettre, l'affiche, c'était déjà très encombré, il y avait déjà la photographie qui prenait place des dessins, Et alors donc, il avait dit qu'ils viennent faire un essai pendant les vacances, et c'était, je crois, la période des vacances de Pâques. À ce moment-là, je suis parti une dizaine de jours
à Saint-Martin ou pour me regonfler un petit peu les joues puisque je n'allais pas avoir de vacances. Et c'est ma petite maman qui a répondu à une annonce dans le Figaro, comme quoi Bouchara cherchait un étalagiste, même débutant. Ouais. Et moi, je savais pas, j'ignorais complètement que c'était un métier d'être étalagiste. D'accord. Ouais. Donc, quand on m'a dit étalagiste, j'ai dit quoi, draper des tissus, je savais pas du tout que ça existait. Ouais. Et ma petite maman, elle a pris, sans me prévenir, pendant que elle a pris 2-3 de mes dessins, elle a été le proposer, il y avait un étalagiste, un hongrois, un artiste extraordinaire, un type qui avait parce qu'il y a une tradition en Europe centrale, c'est de marionnettistes, enfin ils sont beaucoup plus avancés que nous dans cet art un peu graphique, d'illustration, de dessin, des livres d'enfants par exemple. Et quand il a vu mes premiers dessins, il a dit vous me l'amenez tout de suite votre fils, il a une main exceptionnelle. Alors maman était à la fois très fière. Et donc j'ai été me présenter. Et c'était une chance extraordinaire parce que cet homme avait un talent exceptionnel. Ouais. Je n'ai pas rencontré dans ma carrière une deuxième fois un type ayant les mêmes talents et qui m'a vraiment pris comme son fils, quoi. En m'engueulant comme un fils. Quand il fallait alors que, par exemple, à l'époque, dans ce genre de dessin, les gens cachaient leur histoire, tu sais, leur façon de draper, il fallait pas regarder. Lui, il me dit, regarde, et puis, dès qu'il voyait que je regardais autre chose, tu regardes, tu fais attention à ce que je fais. Enfin, tu vois, il m'a parlé comme un père de famille. Et, parce que lui, il avait dans l'idée il était fiancé avec, sa femme habitait à Clermont-Ferrand. Elle avait acheté un grand commerce justement de mode. Il avait qu'une idée dans un an ou deux de quitter, d'aller s'occuper de ce magasin avec lui. Et il s'était fixé comme objectif. Il m'a dit c'est toi, je reste encore un an, c'est toi qui me remplaceras. Je veux que ce soit toi qui me remplace parce que Et les Bouchara étaient un petit peu affolés parce que c'était quand même c'était le plus grand magasin de tissus d'Europe à l'époque, entre le Printemps et le Lafayette, boulevard Haussmann, et ils étaient en pleine expansion, c'est-à-dire qu'ils ouvraient d'autres magasins à Paris. On voyait qu'ils n'étaient pas tellement au chaud de confier ces responsabilités parce que ça concernait aussi bien l'étalage que les panneaux à l'intérieur. C'était un boulot de dingue. Parce que, en quelques mots, qu'est-ce que tu faisais exactement? Comment? Enfin, ça consistait en quoi exactement Parce que tu travaillais avec le tissu. Chaque semaine, les décors des vitrines, il y avait par exemple au boulevard Haussmann, il y avait 6 vitrines. Une grande sur l'avenue du boulevard Haussmann, l'autre 2 grandes de biais face à l'entrée du Printemps. Donc c'était un des endroits où il passait le plus de monde dans Paris. Donc le chiffre d'affaires, c'était le plus grand magasin de tissus d'Europe. Mais tu t'es occupé de la présentation en vitrine, de comment tu disposais les tissus. Il fallait changer les décors tous les mois des 6 vitrines et les tissus, il fallait les changer toutes les semaines, mais le samedi. D'accord. Parce que le magasin n'ouvrait pas le lundi matin. Ouais. Et à l'époque, il y avait encore des points textiles. Donc en 47-48, 3-4 ans après la guerre, c'était rare d'avoir des soieries, et c'est des tissus qu'il fallait présenter d'une façon grave, mais sans les couper, sans les abîmer, tu vois. Même s'il y avait des habillages de mannequins, la difficulté c'est que j'avais pas le droit de couper. Par exemple, si j'habillais un mannequin, il fallait que la pièce de tissu soit cachée derrière. Donc il y avait une grande dextérité de draper, et il fallait savoir dessiner
savoir bricoler un petit peu et faire toutes les étiquettes, tous les panneaux, indications de rayon dans le magasin qui devaient changer chaque mois. C'était un boulot assez dingue. Hein. Ouais. D'ailleurs, souvent les soirs, je finissais à 8-10 heures du soir. Hein. Et la chance, parce qu'il y a toujours un petit peu des coups de chance, sans doute, il y a un magazine anglais connu, enfin l'équivalent du Point ou de l'Express en France, qui, en faisant un reportage sur Paris, c'est comme c'est un reportage sur deux, trois pages, ils avaient photographié les vitrines que je faisais. C'est des mannequins vitrines qui étaient assez réussies, un coup de chance, mais sans demander l'autorisation, quoi. Tu sais, ils avaient fait un reportage, et par délicatesse, ils avaient envoyé un exemplaire à la direction, directement à la direction. Donc quand le père Bouchard a reçu ça, il s'est dit, tiens, après tout, il est peut-être jeune, mais on peut peut-être essayer de lui faire confiance, quoi. C'est comme ça que quand tout est parti, j'ai pris sa succession. Mais assez vite, je leur ai fait comprendre que je pouvais pas faire ça tout seul. Ça faisait quand même quelques années d'expérience parce qu'entre autres, ils avaient ouvert plusieurs magasins, dont Avenue des Ternes, où il y avait de la place. Pour avoir un atelier là-haut, parce que sans ça, à Boulevard Haussmann, c'était dans les sous-sols, à côté des grandes batteries, c'était dans des conditions difficiles. Et j'ai créé un service de 8 personnes, en embauchant 2-3 personnes plus âgées que moi, et le reste, 3 ou 4, ce qu'on appelait des grouillots, quoi, des jeunes qui étaient apprentis à l'école de dessin, qui voulaient essayer de gagner un peu de vie en faisant des peintures, n'importe quoi. D'accord, donc t'as pas travaillé dans les trains non, pas du tout. Enfin, comme tu me disais que c'était ton rêve quand tu avais 7 ans, mais par contre, tu as réalisé aussi non, parce que dans les trains, on exigeait... Au niveau plus artistique, on exigeait j'ai aucun diplôme, hein. Parce que ça serait assez long à raconter, mais le fait qu'en 39-40, en France, il y a eu une telle débandade, ce serait trop long à tout expliquer, quoi. Il n'y avait plus rien, hein. Il n'y avait plus rien. Donc, le gouvernement de Vichy a voulu modifier complètement il n'y avait plus de baccalauréat, plus de certificat, donc Roger Hutin était exactement dans le même cas que moi, quoi. Ils ont créé un diplôme en 41, le diplôme d'études primaires préparatoires, où ça a été un loupé magistral, parce que dans l'énoncé du problème, ils se sont trompés dans les chiffres, ce qui fait que personne n'a répondu. Donc c'est un examen pendant 1 an, où il n'y a pas eu de personne j'ai d'ailleurs raté une occasion d'avoir un diplôme recherché, parce que c'était des questions tout à fait simples, tu sais, comme le prix de kilos de viande acheté si j'en prends 3 kilos, mais ils se sont trompés dans l'énoncé des chiffres, ce qui fait que tu avais le résultat, c'était des virgules à l'infini, tu vois, 78, tu sais, comme les 3, 14, 116, n'importe. Donc tout le monde arrivait là, se dit, c'est pas possible, je me suis trompé, ils n'osaient pas répondre. Moi, j'avais répondu en me disant, de toute façon, ça me fera toujours 1 point ou 2, puisque il y avait 2-3 questions différentes. Donc, moi, j'ai eu ce diplôme-là, mais on nous l'a demandé de le rendre tout de suite, parce qu'ils se sont aperçus que ça faisait un pataquès général. Et ce qui fait qu'après, il y a eu les bombardements, donc finalement j'ai pas eu de diplôme. Et pour continuer au niveau artistique, j'ai une deuxième question. C'est alors au niveau de la photographie, à quel âge tu as eu ton premier appareil photo? Ou alors, et à quel âge tu as pris ta première photo? Alors, la photo, je le dois à ma petite maman. Ma petite maman s'était acheté au prix unique à l'époque une boîte, tu sais, où il y avait t'as qu'à appuyer, il y avait pas d'objectif, un objectif, c'était un bout de verre, quoi. C'était avec il y avait la position en mouvement et la position pose, quoi. Ouais. Et elle était née quand elle faisait, c'était des photos, tu sais, en 6-9, format 6-9.
avec des tirages sur des papiers, avec des dessins. Ça étonnait toujours le photographe de voir qu'avec ce petit appareil-là, elle arrivait à faire des trucs aussi étonnants. Et je pense que le fait, c'était la rue Geneviève-Dijon, on était exactement dans l'axe du soleil, ce qui fait qu'il y avait 2 fenêtres sur la rue et 2 fenêtres sur une cour, ce qui fait qu'il y avait toujours finalement un bon éclairage photographique, quoi. Et alors elle faisait des photos de nous, tu sais, levés en pyjama ou des fêtes qui étonnaient le photographe. Et quand en 39 on s'est réfugié à Anceny, parce que à l'époque tout le monde était persuadé que les Allemands avaient bombardé Paris. Parce que même si ça déplaît à Dominique, il faut quand même quelquefois rappeler certaines choses de la guerre. En 14-18, c'est les Allemands qui ont inventé le bombardement civil. Paris était la première capitale européenne à être bombardée. Mais au début par un seul avion, après par des dirigeables, n'importe quoi. C'était la première fois qu'on bombardait des civils. Il y a eu un mois un reportage encore à la télévision, c'est étonnant de voir des affiches à cette époque, où tous les gens étaient dans la rue, c'était un spectacle, parce que au début, il y avait qu'un avion, même ça tombait sur un trottoir, ça faisait un trou dans le trottoir, ça n'avait pas du tout la même dimension. Donc, mais on était persuadés en 39 qu'avec les gaz, tout ça, que dès la déclaration de guerre, à Paris, tout le monde se barricadait, et comme nous on était en FNI, mon frère aîné étant mobilisé, lui partant en Bretagne, papa étant mobilisé sur place dans les chemins de fer, puisque c'était quand même primordial que les chemins de fer fonctionnent bien. Donc maman et ma sœur et moi, on était restés à Anceny. D'accord, et elle t'a prêté son appareil photo, c'est avec elle que tu as pu... L'arrivée des soldats allemands au moment de traverser, elle est descendue dans le jardin pour photographier les Allemands en train de faire des ponts de bateaux, donc... pour une femme, c'était très rare à l'époque. Alors mon père, j'ai jamais vu mon père prendre un appareil photo, ni prendre en photo. Donc je sais pas, ça m'a donné le goût de la photo dès ce moment-là. Alors il y a, je crois que c'est avec Roger Hutin qui avait à peu près on s'était connus en 41-42. Lui, il avait acheté un tout petit appareil, un LG, mais alors que c'était minable comme photo. Donc moi, je voulais m'acheter un appareil un peu plus performant, mais j'avais pas de sous. Et c'est là que j'avais tapé mon frère aîné. Il m'a dit, je te donne la moitié, il faut que tu apprennes à trouver de l'argent, il faut que ce soit toi qui trouves l'argent de l'autre moitié. Et c'est Monsieur Leca, le papa d'Armande, à l'époque, Albert, il était fiancé, je crois, ou marié, qui lui était marchand de charbon en gros, parce que Monsieur Leca, le père d'Armande, était un ancien mineur de la région du Nord. Alors il m'avait pris pendant plusieurs jours pour l'aider à... les livraisons de charbon, c'était un camion avec des sacs de charbon. Et comme le plateau était à hauteur d'épaule d'un enfant, il avait fait des petits sacs exprès pour que je puisse les prendre pour descendre en haut de jeu. Comme quoi les gens me filaient des bons pourboires et j'étais attendri de voir un petit enfant. Donc finalement, t'as eu l'autre moitié. En une semaine, j'ai pu récupérer le pécule pour mettre l'autre moitié. Donc je me suis acheté un 6-10 réflexe, l'Aiglon réflexe. Tu l'as encore? Donc j'ai fait des photos. Ah non, je l'ai vendu. Tu l'as vendu? Bah oui, parce qu'après j'ai voulu avoir un appareil plus perfectionné, un Semflex, qui était la copie française du Rolleiflex, qui était l'appareil à l'époque de tous les reporters sérieux, avant le Leica. D'accord. Parce que comme les Leica ça coûtait très très cher, donc j'ai eu l'Aiglon Réflexe que j'ai revendu après pour acheter le Semflex qui était la copie française du Rolleiflex allemand. Mais dès qu'il y a eu la photo
couleur, les diapositives, Ouais, ça coûtait une fortune dans le 6.6. Il fallait passer au 24-36. D'accord. Donc ça, tu as attendu un peu de temps pour passer au 24-36 ou... Ben, très, très, très vite, mais alors, il faut dire que c'était très difficile, la photo. La couleur, la diapositive, le Kodachrome, ça de 1 mois de développement. Quand tu faisais un rouleau de photo, tu avais le résultat 1 mois après. 1 mois après. Et alors c'était parce qu'il y avait qu'un laboratoire en France à Vincennes qui le faisait. D'accord. Et on mettait ça dans une petite pochette et il fallait le faire peser à la poste. Ouais. Qu'ils mettaient dans la boîte. Alors que par exemple dans les autres pays, ils étaient beaucoup plus dégourdis que nous. Par exemple la Facolor, le concurrent allemand, la pochette, tu pouvais la timbrer, c'était le même prix qu'une lettre. Donc tu la mettais dans les boîtes aux lettres classiques. Et dès que j'ai pu aller en Suisse, je me suis aperçu que la Facolor c'était un peu moins bon que le Kodachrome, mais c'était vachement moins cher. Entre autres, tu pouvais l'acheter développé en bande, donc tu pouvais, avec des caches, couper que les photos qui t'intéressaient, donc ça te coûtait beaucoup moins cher. Et puis la couleur sur papier, c'était catastrophique à l'époque en couleur. Donc c'était le noir et blanc. Donc, oui, toi tu préférais le noir et blanc. Alors là, c'est une vague... Pendant des années, entre Roger Hutin et moi, on a eu, quand lui il était en... Sur la couleur, toi t'étais en noir et blanc Moi c'est pas de couleur, moi j'étais en couleur noire, pendant des années on passait de l'un à l'autre en se disputant. Et Roger Hutin, lui, était finalement plus noir et blanc, parce que Roger Hutin, lui, à une époque, avait sinon envie d'être photographe, tout au moins de gagner de l'argent avec ses photos. Que moi, je n'ai jamais eu... C'était pas ton but de gagner de l'argent? C'était quoi alors? Moi, je suis une tête de l'art, je suis indépendant, je voulais toujours faire les photos que j'avais envie de faire. Ouais, tant pis si ça intéressait personne, ça, c'était pas mon problème. J'avais envie de faire des photos d'arbres, si je faisais des photos d'arbres, ça n'intéressait personne, mais c'était ça. Donc... Et justement, tu t'es passé à plusieurs thèmes de photographie, enfin, je me suis aperçu très vite que ça me gêne un peu, j'ai l'air d'être prétentieux, quoi. J'avais un œil très rapide. Je voyais tout de suite, la photo qu'il fallait. Où les gars. Tu voyais les petites choses. Moi, je faisais un rouleau quand eux, ils étaient encore en train de chercher s'ils allaient prendre un peu plus. Et c'est d'ailleurs très drôle parce que je l'ai toujours regardé, par exemple. Quand j'ai créé des services après pour chez Boussac, des services d'étage pour la France, où je tournais avec des personnes, c'est un jour, il y a un gars avec qui j'avais sympathisé, qui m'a avoué qu'au début, il croyait que je m'en foutais complètement, parce que quand on s'arrêtait devant une vitrine, hop, je partais, alors que lui, regardez, il a dit, j'ai mis plusieurs jours à se comprendre que vous aviez vu tout de suite... si globalement c'était bon ou pas bon. Donc au début, il disait, il s'en fout, c'est pas possible, parce que lui, il passait son temps, que moi je voyais tout de suite, paf, pouf, c'est bon, c'est pas bon. Et alors que j'ai toujours, en photo, j'ai toujours su faire ce que j'ai envie de faire. C'était pas bon ou pas bon, hein, je prétends pas à ça. Mais j'ai toujours eu, en gros, réussi plus ou moins rapidement à faire les photos que je voulais faire. Chose que j'ai jamais quasiment réussi à faire en dessin ou en peinture. Ouais. Ce que je fais en dessin, en gouache, en peinture, je sais que c'est pas bon, c'est tartignol, c'est pas la même finalité. Ça n'a aucun intérêt, que ça n'a aucune valeur, quoi. Disons, à quelques rares points. Par exemple, en gouache, j'adore faire des nuages. Alors ça, je ferai des nuages sans arrêt. Mais quand il faut mettre en dessous des nuages quelque chose, je sais pas quoi faire, quoi. Je sais pas peindre la mer, je sais pas faire les vagues, je sais pas faire ça m'intéresse pas. Faire des nuages, tandis qu'en photo, je peux te voir sur ma table, j'ai 20 photos de feuilles mortes que j'ai fait. Est-ce qu'il y a une photo que tu as prise qui t'a marqué, là, que tu as en tête, une photo dont
dont, je sais pas, tu es fier de l'avoir prise ou qui t'a... En quel sens que ça m'a marqué? Bon, philosophiquement, ça m'a... Enfin, je sais pas, si tu repenses à toutes les photos que tu as prises, est-ce qu'il y en a une comme ça où tu te dis que c'était vraiment une photo assez forte et un instant que tu as capturé et Non, il y en a certainement quelques-unes parce que j'ai été assez vite un disciple au plan philosophique de Cartier-Bresson. C'est l'instant décisif. C'est vrai qu'il y a un moment, c'est ça ça fait une des différences évidentes avec la peinture. La peinture, tu peux retoucher, tu peux revenir. Ça m'arrive quelquefois des gouaches, je vais revenir 2-3 jours après, rajouter, à agrandir un nuage. La photo, il y a, par exemple, un sauteur à la perche, il arrive, il y a un moment donné où de la montée, il y a un point d'arrêt avant la descente, c'est l'instant décisif, quoi. Un peu avant, un peu après, c'est pas bon. De même que là, par exemple, la photo, l'importance du soleil, combien de fois, par exemple, toi, j'ai toujours été contre les sacs tout près, parce que les gens mettaient des sacs tout près pour protéger leurs trucs, et puis ils loupaient 90% des photos à faire. Parce que quand ils voyaient une photo bien, oh, le petit gars en sable, là-bas, le temps d'ouvrir leur sac, le petit gars, il était parti. Tu vois, il y a un art de l'instant dans la photographie qu'il n'y a pas dans la peinture. Et ça, c'est une différence essentielle. Et alors après, il y a eu aussi autre chose, c'est qui m'a... Quand j'ai créé à la Maison des Jeunes, un service photo, la première exposition de photos qu'on a eu à faire, je lisais... Avenue de l'Opéra, il y avait une librairie Brentanos, qui existe encore, mais qui est moins importante qu'à l'époque, où il y avait des revues américaines, Life, Look, que je comprenais pas du tout en anglais, mais j'ai compris la démarche de l'agence Magnum, c'est que les photographes ont réussi à se libérer des journalistes. C'est-à-dire que jusqu'à la période de Cartier-Bresson, Irving Penn, Richard Avedon, certains, le photographe, on l'envoyait prendre la photo de l'arrivée d'un président de la République, d'un accident de voiture ou n'importe quoi. Et puis, il devait la porter au journal, puis au journal, la photo, on la recoupait, la découpait, on la mettait dans un coin. Après. Eux, ils ont exigé, Cartier-Bresson, il a exigé qu'on voit la bordure noire, tu sais, de garder du négatif. Et ils ont réussi, certains, à convaincre les agences, les fournisseurs de genre, que ça soit eux qui choisissent leur sujet. Et que le reportage ne compte pas sur une photo, mais sur une série de 5 à 7 photos. Et que ça soit eux qui décident de la mise en page des photos. Et il y avait un processus, comme un peu pour que les gens comprennent un peu, c'est que la première photo était un rectangle allongé, on appelle ça l'italienne, parce que les Italiens sont moins courageux que les Français, donc il y a la française, c'est en debout, la jolie, c'est l'italienne, qui résume à peu près l'affiche, et après des photos différentes, et ça finissait toujours par une photo carrée. Pour que ça soit comme les gens comprennent que c'est le point final. D'accord. Comme la photo qui finit l'histoire. Et ça m'a passionné aussi. C'est pour ça que j'ai peut-être pas de photos seules. C'est une série de photos qui va là. Et là encore, c'est la différence avec la peinture. Quoique en peinture aussi, t'aimes bien faire des séries. Oui, c'est pour ça. Ou alors beaucoup de duos. La plupart de mes albums, c'est presque toujours en duo, par paire. Enfin, tu vois, je suis contre l'utilisation de la photo. Alors que là, lui, Roger Hutin, par exemple, lui, son idée, c'était de gagner des concours de photos. Parce que dans les concours de photos, qui étaient toujours présidés par les mêmes vieilles barbes, je sais pas quoi, il fallait qu'il y ait un portrait, un nu, une nature morte, un paysage, un truc comme ça. Alors c'est le genre de truc que j'avais parfaitement en horreur, moi. Et bon, alors là, on va peut-être changer de thème. Au niveau plus sportif.
Donc ta sœur, elle faisait de la course à pied. Oui, mon père. Alors, Enfin, il y avait ton père oui. et ta sœur aussi. Oui, Parce que alors, moi, je me souviens de quelque chose que tu nous racontes où tu dis que ta sœur, une fois lors d'une compétition, elle s'est arrêtée avant la ligne d'arrivée parce qu'elle a explosé de rire. oui, c'était Un souvenir que tu nous racontes, mais c'était pas une vraie compétition. Ma sœur était physiquement, elle n'avait peut-être pas la même morphologie que toi, mais elle avait des points communs. Ma sœur avait des capacités physiques très fortes. Par exemple, quand natation, moi j'ai jamais été très bon nageur. Ouais. Elle, ma sœur était capable de nager tout à fait correctement. Et la rigolade, c'est qu'un jour, aux Racines, à Colombes, il y avait la championne de France junior du 400 mètres ou du 100 mètres, je me rappelle plus, c'était un tour de piste ou deux. Que je connaissais puisque elle était fiancée à un gars que je connaissais qui jouait au football avec moi. D'accord. Donc on a été à l'entraînement, donc l'entraîneur avait dit bah oui, il faut l'entraîner, il faut faire 3 ou 4 pour l'emmener en peloton, tu sais, pour qu'elle finisse, pour mener le train, tu sais. Et ma soeur l'a largué. Au premier tour, elle l'a largué, l'autre, elle l'a battu, mais à l'arrivée du deuxième tour, elle avait 10 ou 20 mètres d'avance. Alors, mon frère, mon père et moi, on était tellement contents de là, que elle s'est arrêtée, elle a éclaté de rire. Elle vous étiez tellement marrant, nous, finalement. Elle s'est arrêtée de courir. Elle s'est arrêtée et du coup, elle avait mis 10 mètres dans la vue à cette fille qui était championne de France junior. D'accord. Et donc finalement, qu'il a rattrapé parce qu'elle a explosé de rire et qu'elle s'est arrêtée? Ah ben, elle l'a lâché au train et puis mais facilement, quoi. Mais elle voulait pas s'astreindre à un entraînement. Elle avait pas de. Elle faisait pas ça l'intéressait plus que pas. ça de compétition. Oui, c'était plus pour le plaisir. Elle était très physiquement très athlétique. Ouais, très athlétique, un peu touche à tout, quoi. Mais elle aussi, elle aimait bien ce qui était artistique, ou c'était surtout toi dans la famille qui était. Ben, on avait tous quand même une tendance un peu. Albert était quand même pas très doué, mais enfin quand même, il était demi-finaliste des championnats de Paris, 800 mètres. Bon, il faisait le 800 mètres en 2 minutes. Bon, mais enfin, il courait avec des coureurs qui étaient de haut niveau, quoi. Et puis, il a quand même été champion de France, non pas champion de Paris, par équipe de cross. Oui, c'était Albert qui faisait beaucoup de cross. Comment ? C'est Albert qui faisait des cross. Oui, il faisait du cross, oui. Ouais. Alors d'ailleurs, c'est assez curieux aussi, là, ça fait peut-être des apartés, quoi, parce qu'il avait un peu les pieds plats, enfin, soi-disant. Il a été réformé au service militaire, on l'a versé dans l'infirmier, parce alors que quand les Allemands ont attaqué le jour où il est arrivé, à pied des Ardennes, il a été jusqu'à Limoges à pied avec son groupe d'infirmiers. Il a fait partie qu'une dizaine seulement qui ont réussi à te faire tout ça, à jamais être fait prisonnier par les Allemands, alors que tous les autres se sont écroulés. Et bah. Donc il avait certainement mais Albert était très bon nageur. Hein. Aussi, d'accord. Ah oui, lui il partait en mer, il partait tout droit. Hein. Et il avait vraiment lui mais c'était pas la compétition d'ailleurs là-dessus, moi je le suivis un peu aussi. Moi par exemple, j'adorais jouer au football, mais j'ai arrêté le jour où il a fallu que la compétition, il fallait prendre des jetons, il fallait s'entraîner, faire de la musculation. Oui, comme les concours de photographie qui t'intéressaient pas plus que ça. Oui, c'est pareil. En réalité, je suis indépendant. Pour le plaisir et pas. Je supporte pas d'être mis en. J'ai jamais été syndiqué, j'ai jamais été fait par la partie politique.
J'ai Ouais. quand même la compétition m'intéresse pas. Mm. J'ai grand plaisir à avoir un match de football, même si je connais le résultat, quoi. Ouais. J'ai plaisir à revoir le match pour apprécier la façon, le fait de connaître le résultat, ça ne me dérange pas du tout, quoi. Ouais. Bon, après, je sais que c'est Romain qui va te poser plus de questions sur le sport et le foot. Ouais. Donc, tu auras l'occasion d'en reparler avec Ouais. Romain. Bon. Donc, on va peut-être s'arrêter là pour Bon. aujourd'hui. Mais il y a toujours la possibilité de faire une question bonus. Une question bonus. Bah, Une question surprise ou... je n'avais pas pensé à des questions surprises. Non, non, pas de... Et toi, papa, Est-ce que tu as quelque chose à Bah, rajouter des questions. Moi, toi, Est-ce que tu comment as quelque chose à rajouter par rapport à tout ce qu'on a dit quelque chose Non, bah, je pense que peut-être le fait de, à chaque question, de tourner un petit peu autour. D'ailleurs, en principe, c'est aussi ma façon de faire aussi souvent que j'aime bien. Je suis pas amateur, par exemple, des revues qui passent comme Le Point ou autre. Je n'ai pas rien contre Le Point, mais enfin, toi, sur 2 pages et puis qui passent d'un sujet à l'autre. Moi, je préfère avoir un sujet que je connais bien et creuser, quoi. Donc, il y a des tas de sujets où je connais rien du tout. Par contre, je trouve toujours beaucoup plus d'intérêt à... il y a par exemple eu l'exemple quand je tournais avec chez Boussac avec les étalagistes qui étaient indépendants. Je me souviens le jour où, chaque semaine, je tournais avec un étalagiste différent. Et, ça m'avait amusé. Les gens m'avaient dit ah bah tiens, la semaine prochaine vous avez un tel, ah bah alors là vous allez entendre parler des boîtes de camembert. Un Normand, boîte de camembert, bon. Et le jour arrive, donc comme d'habitude, que je prenais le train, le gars venait me chercher à la descente du train. Bon alors voilà, on va rayonner un tel jour, j'aurais été partout. J'étais à peine dans la voiture, il commençait à me parler de boîte de camembert. Donc je rigolais. Et finalement, je me suis aperçu qu'il était vachement plus intéressant comme conversation, parce que les boîtes de camembert, ils connaissaient les bois dans lesquels on fait les boîtes de camembert, qu'il y a un bois spécial qu'on trouve qu'en Afrique à tel endroit, que tel camembert, il y avait tel secret de fabrication, le vrai camembert, c'est camembert ainsi, que pourquoi ça, les étiquettes représentaient toujours Napoléon, parce que c'était le premier qui avait apprécié les camemberts, que finalement, il avait, au moins de ce sujet-là, plutôt que des articles comme quelquefois dans Vogue, quand je regardais des photos de Richard Avedon, et puis il parlait du jazz, il disait que Duke Ellington jouait de la clarinette, alors que tous ceux qui ont un minimum de connaissances du jazz savent que Duke Ellington c'était un compositeur ou un pianiste, c'est pas un clarinettiste, quoi. Et ça, c'est quand même le grand danger du journalisme, où il y a, d'ailleurs maintenant en plus avec Internet et tout ça, où les gens racontent n'importe quoi. Ah oui, ça a changé beaucoup de choses. Très bonne remarquabilité. Hein? Oui. Bon, merci beaucoup. Non, mais merci. je pense que moi aussi, j'ai bien raconté n'importe quoi dans un certain nombre de sujets. Bon, alors je crois que Marion peut faire le clap de fin. Enfin, merci d'être venu. Merci. Merci Ladi. Merci.